Bonjour à tous. Déjà, je remercie donc Pierre-Michel, avec qui je travaille du coup depuis 1 an et demi maintenant, et encore pendant une petite année. Et donc, je vais présenter aujourd'hui non pas des résultats, mais plutôt un projet de recherche, puisqu'on est actuellement en train de mener cette enquête. Et je vais en arriver à pourquoi on en arrive à mener cette enquête, qui en tout cas, de façon assez étonnante, en fait, pour l'instant, il y a eu assez peu d'enquêtes de ce type et voilà, de résultats autour de cette question. Et donc la question qu'on se pose, c'est voilà, la réussite scolaire de la minorité modèle chinoise, mythe ou réalité? Donc je vais revenir un petit peu tout d'abord sur ce que j'entends par la réussite scolaire, comment elle est objectivée par un certain nombre de statistiques, comment elle est observée, les stéréotypes qui lui sont liés. Mais en réalité, les limites des enquêtes statistiques et des explications qui sont proposées actuellement, puisque donc pour l'instant, la plupart des enquêtes, enfin en tout cas on va dire des recherches qui ont été menées sur cette question, c'est au niveau d'enquêtes statistiques. Je vais revenir également sur la diversité des communautés et des populations en fait, dont on parle. Ici, j'ai utilisé le mot chinois au début, mais en fait, je vais beaucoup plus le décortiquer donc dans la troisième partie. Je présenterai donc les questionnements et la méthodologie et l'avancement des travaux actuels. Donc, sur la question des études statistiques sur la réussite scolaire des élèves étrangers ou issus de l'immigration, dans la plupart, en fait, tout d'abord, donc je disais, c'est beaucoup donc des études statistiques. Les principales enquêtes, donc c'est les enquêtes de l'INED, mobilité géographique et insertion sociale en 92-93, et ensuite la seule enquête actuellement qui travaille réellement sur la question de l'insertion, mais alors pas simplement de la réussite scolaire, mais également de l'insertion professionnelle, de la situation, insertion sociale, etc. Donc des personnes issues de l'immigration. C'est donc l'enquête trajectoire et origine qui a eu deux occurrences, une première 2008-2009 et une deuxième 2019-2020, et dont les résultats sont pour l'instant encore, celle de 2019-2020, on n'a pas encore toutes les analyses qui ont été effectuées sur les données statistiques qui en sont sorties. Sur les questions spécifiquement éducatives, donc globalement, les résultats, c'est que les enfants étrangers ou issus de l'immigration ont des résultats moins bons, mais évidemment, c'est à nuancer. Alors, tout d'abord, donc dès les années 90, puisque Jean-Paul Caille et Louis-André Vallée en fait montrent que les écarts mesurés ne sont toutefois pas considérables si on contrôle par le niveau scolaire des parents, le milieu social et la dimension donc de la famille. On entend dimension de la famille, le nombre d'enfants dans la famille, qui en réalité sont des facteurs plus discriminants. Donc en réalité, l'origine socio-économique des familles a plus d'impact que le fait d'être une personne issue de l'immigration ou un descendant issu de l'immigration. Donc au final, l'école française, on pourrait dire, donc ça c'est des conclusions de 96, l'école française semble ainsi mener à bien sa tâche d'intégration, ce qui est l'une des conclusions. Donc ce qui est important, c'est les trois autres facteurs. En 2005, à partir d'une enquête, l'enquête Jeune, qui date de 2002, donc Jean-Paul Caille affirme que donc, seul un enfant d'immigré sur 4 prépare un baccalauréat général. Donc là, en réalité, on est quand même un peu plus nuancé. Mais toutefois, on est toujours sur cette question de quand on contrôle par l'origine socio-économique, l'origine sociale des familles, au final, on revient sur, on pourrait dire, une comparabilité une situation relativement comparable à la population de contrôle. Sauf pour les enfants d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est, qui, eux, même en contrôlant, en réalité, réussissent mieux que les familles d'autres origines d'immigration. Donc là, c'est la partie en bleu. Donc, et cette surréussite scolaire, que je vais encore plus documenter, se voit en particulier après le collège, en fait. Donc là, vous voyez, atteindre la 6e sans redoublement pour des personnes, donc ici j'ai pris Asie du Sud-Est et Asie hors Sud-Est. Donc ça, c'est un article publié
par Jean-Paul Caille, Ariane Koski-Redic, Émilie Miranda et Louise Villard-Guillot. On voit, pour atteindre la 6e sans redoublement, que ici, l'origine migratoire a déjà un impact, donc, sur les pourcentages d'enfants qui vont atteindre la 6e. Et quand on fait donc, ensuite le parcours scolaire, donc atteindre la 6e sans redoublement, atteindre la seconde générale sans redoublement, là déjà on voit qu'on est plutôt à 70%, 61%, ce qui est plus élevé que tous les autres pourcentages que vous voyez dans ce paragraphe. Si on voit sur les... Alors ensuite on a les 4 autres colonnes, c'est sur le niveau en français et le niveau en mathématiques. Sur le niveau en français, on a également des statistiques qui sont meilleures, mais c'est un peu moins que donc sur les statistiques en mathématiques. On voit un niveau d'acquis en mathématiques qui est bien supérieur au niveau d'autres origines migratoires, excepté, on pourrait dire, par rapport à Europe hors Portugal. Donc on voit en fait vraiment une différence importante en fonction de l'origine migratoire. Donc quand on a donc des bases de données statistiques sur justement la question des enfants issus de l'immigration ou eux-mêmes étrangers, on voit ici qu'en fonction de l'origine migratoire, on n'a pas les mêmes destins, on n'a pas les mêmes résultats en termes d'acquisition en mathématiques et en termes de parcours scolaire. Donc, ces écarts de réussite selon l'origine migratoire résultent en grande partie de la meilleure réussite des enfants d'immigrés d'Asie du Sud-Est. Leur probabilité d'atteindre le lycée sans avoir redoublé au collège sur classe de 13 points, celle des autres enfants d'immigrés les plus performants, et d'atteindre la médiane à l'examen terminal du brevet sont supérieures à 22 points. Donc ici, on a à nouveau, c'est une question d'écart, mais on a à peu près les mêmes résultats, où on voit que les enfants étrangers ou issus de l'immigration Asie du Sud-Est, ici, c'est comme ça que c'est qualifié. Je vais revenir sur cette qualification. Pour l'instant, voilà les informations. Donc, la conclusion de cet article, c'est qu'il y a une forme de compensation. Si on considère que l'immigration, il y a une forme de handicap lié au fait d'arriver dans un système, soit que l'enfant arrive en cours de scolarité dans le système éducatif français, soit que sa famille soit arrivée en France, que l'enfant est bien né en France, mais au final a un parcours où la famille, par exemple, ne parle pas le français, ou en tout cas ne connaît pas bien le système scolaire. On peut considérer qu'il y a une forme de handicap lié à la migration, et on voit que chez les enfants issus de l'immigration d'Asie du Sud-Est, pour cet article, il y a une compensation de ce handicap à la migration, c'est-à-dire que même s'ils avaient les mêmes résultats que les Français, ce serait déjà mieux que, mieux entre guillemets, ce serait déjà meilleur que il y a déjà une compensation du handicap. Mais en plus de ça, en réalité, donc ça je vais le montrer ensuite, il y a parfois même des résultats qui sont même meilleurs que la population contrôle, on va dire, c'est la population issue d'un foyer français. Ces résultats sont indépendants de la différence familiale, d'origine sociale et du contexte scolaire. Donc, le contexte scolaire, j'entends le type d'établissement. Ça, c'est les résultats. Donc c'est spécifique à cette population. Donc, dans les résultats il y a Elbrinbaum de 2019 qui travaille sur les panels de la DEP, donc les derniers panels de la DEP. On va voir que cette surréussite tout au long de la scolarité, elle est non seulement par rapport aux autres élèves étrangers, mais également par rapport aux élèves français. Donc on voit la proportion de bacheliers selon l'origine migratoire et en fonction du sexe. Donc on voit 92% des filles qui sont descendantes d'immigrés d'Asie ont obtenu le baccalauréat. En France, ce serait 85%. Donc, on a non seulement une compensation de ce qu'on pourrait appeler le handicap lié à la migration, mais en réalité, on a même des résultats qui sont ce qu'on appelle la surréussite, c'est-à-dire qu'il y a une réussite qui est même plus élevée que les enfants issus de foyers français.
C'est également quelque chose qui s'observe en termes, et ça c'est quelque chose donc, que j'ai déjà souligné sur l'article de Jean-Paul Caille, puisque c'est également quelque chose qui est intéressant à souligner en termes de filières, puisque la population d'origine issue de l'immigration asiatique est également plus dans le bac S. On le voit ici à des proportions qui sont quand même très importantes, 36% pour les filles, 42% pour les garçons, ce qui est plus élevé que du coup les personnes issues de foyers français. Donc c'est indépendant à nouveau de l'origine sociodémographique, c'est confirmé, donc il y a Elbrinbaum qui le confirme à nouveau, l'effet combiné donc, de l'origine et du sexe sur l'obtention. Donc on regarde sur la deuxième colonne M2C qui donc inclut la question sociodémographique, où on voit 5 et 8,1, ce sont donc les chances d'avoir un baccalauréat en comparaison avec les garçons français d'origine, d'accord. Donc comment dire, le chiffre, la population contrôle, c'est les garçons français d'origine. Donc tout ça, c'est quand même un certain nombre de faisceaux d'indices qui amènent à cette affirmation. Il y a une sorte de surréussite scolaire des enfants d'origine asiatique. Donc tout ça, ça amène à un certain nombre de discours politiques autour de cette surréussite scolaire. En particulier, alors ici ça date un peu maintenant, mais c'est encore toujours très présent, ce mythe de la minorité modèle, avec le discours de Nicolas Sarkozy en 2010, qui affirmait que voilà, les parents sont nés en Asie, vous faites partie des forces vives de notre pays. Donc c'est le stéréotype du bon élève. Mais en fait, étonnamment, alors même que c'est déjà un stéréotype qui est très présent, qui est très répété et qui a une sorte de réalité objective, c'est très peu étudié et en fait on a on n'a aucune enquête, aucune recherche qui vont aller plus loin que ces données statistiques et ces constats, en fait, ce constat un peu d'une forme de surréussite. Donc les enquêtes statistiques, elles ont un certain nombre de limites, et c'est pas, je pense que c'est très intéressant, et il y a vraiment, voilà, ça permet de poser un constat, mais en fait, la limite, et en particulier, donc c'est la nationalité et l'origine des élèves, la nationalité et l'origine des parents, en fait, il y a beaucoup de... C'est très difficile, en fait, justement, de sortir un portrait clair autour de ces questions. Je vais vous montrer ensuite que j'ai un schéma qui est très intéressant pour montrer la complexité, en fait, de qualifier un foyer issu de l'immigration. Par ailleurs, dans une partie des panels, on voit des qualifications où, en fait, justement, on rassemble un certain nombre de pays sous la forme d'un indicateur. Et ici, on voit, par exemple, sur les panels de l'ADEP, souvent, on a l'indicateur Cambodge, Chine, Laos, Vietnam, donc qui sont tous les pays, donc sont rassemblés sous la forme d'un indicateur. Je vous ai montré, voilà, il y a cette notion Asie du Sud-Est, Chine, tout ça c'est souvent mélangé. Il y a une question donc à partir de quand nous ne sommes plus issus de l'immigration, en fait, à partir de quand on va considérer qu'un enfant n'est plus intégré dans cette population, entre guillemets. Et en fait, l'autre problématique, donc on en a discuté avec Yael Elbrinbaum, dont j'ai montré une des conclusions, en discutant avec elle, c'est qu'en fait, à un moment, on n'a plus d'échantillons significatifs, et en particulier sur les panels de l'ADEP, puisque on se retrouve avec des populations qui sont trop petites. On a quand même un certain nombre d'explications du phénomène qui ont été tentées, mais qui sont surtout tentées donc aux États-Unis. Donc aux États-Unis, l'une des explications très importantes dans les années 90, c'est des explications donc pédopsychologiques, en particulier sur la question des styles parentaux. Donc Grégoire Borst a mentionné sans vraiment l'expliciter, et c'est peut-être un peu dommage. On pourrait encore beaucoup travailler sur cette question des styles parentaux, donc en particulier donc le style parental permissif contre le style parental autoritaire, où voilà, il y a plein de termes qui sont utilisés. Ça a donné lieu à des publications, un peu des best-sellers, et des publications qui ont été très connues, en particulier l'hymne de bataille de la mère tigre de Amy Chua, qui est sorti
dans les années 2000 donc, aux États-Unis, et qui montrait comment une mère tigre, donc une mère qui a un style de parentalité autoritaire, tient ses enfants, et donc tient la scolarité de ses enfants d'une main de fer, et façonne les résultats scolaires de ses enfants. Donc moi également, ayant travaillé sur le système éducatif chinois, sur la situation en Chine, il y a aussi tout plein de littérature, à la fois de vulgarisation et à la fois scientifique, autour justement de comment les pratiques parentales, comment les pratiques éducatives se transmettent et en fait façonnent l'éducation. Il y a également, donc plutôt en Angleterre aussi, un certain nombre de travaux sur l'aspiration, les investissements parentaux dans l'éducation des enfants en fonction de l'origine. En France, actuellement, sur cette question, on n'a trouvé aucune littérature qui travaillerait sur justement, et je suis tout à fait ouverte à la contradiction sur ce sujet, mais pour l'instant, quasiment aucune littérature qui expliciterait justement à la fois ces résultats, cette surréussite, en fonction de quels facteurs. Donc il y a d'autres facteurs qui pourraient être pensés. Donc Mathieu Ichou et donc Auberti en 2014, Mathieu Ichou travaille justement sur trajectoire et origine. Voilà, il liste en fait des hypothèses sans avoir vraiment eu l'occasion, parce qu'il travaille justement généralement plutôt sur des analyses statistiques, sans avoir eu l'occasion donc de les explorer. La forte croyance, donc dans les hypothèses, la forte croyance des parents dans les bienfaits de l'éducation. En dépit d'une absence d'investissement direct dans l'aide au travail scolaire et des relations avec l'établissement, il y a une forte exigence de résultats et d'une éthique de travail et de l'effort, et une application et une persévérance plus forte. Donc j'ai noté, oui, en dépit de l'absence d'investissement, parce qu'en fait, je vais le redire, mais l'un des éléments aussi qui est assez étonnant, et qui constitue un peu le paradoxe qu'on veut explorer, c'est qu'en réalité, on voit peu d'investissement des familles issues de l'immigration asiatique dans les relations avec l'école, que ce soit dans les conseils d'école ou que ce soit même dans les interactions au quotidien, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi observé. Dans les facteurs à étudier, donc Mathieu Ichou évoque également donc, la durée de la résidence en France, qui est un facteur important à avoir en tête. La question de la ségrégation résidentielle et scolaire sur la base sociale et ethnique, les pratiques culturelles et linguistiques au sein des familles et les caractéristiques socio-économiques pré-migratoires des familles, des parents. Donc, pour revenir donc, sur un certain nombre de ces facteurs, en particulier la ségrégation résidentielle et scolaire. L'un des éléments aussi qu'il faudrait prendre en compte, c'est que souvent, en réalité, les familles issues de l'immigration, de toutes les origines, en général, on le sait, se concentrent géographiquement dans certains quartiers. En fait, il y a une concentration géographique. Il y a évidemment aussi une certaine dispersion, mais il y a quand même majoritairement plutôt une concentration géographique. Or, avec la carte scolaire et le phénomène souvent qui rejoignent le système public, on imagine que donc, les enfants issus descendants de l'immigration se retrouvent à être scolarisés dans des établissements avec une forte propension à avoir des enfants issus de l'immigration. Et donc, en fait, une ségrégation scolaire qui s'ajoute, ce serait un facteur, à nouveau, une sorte de handicap supplémentaire, un obstacle supplémentaire à la réussite. Ensuite, voilà, donc les pratiques culturelles et linguistiques, les caractéristiques socio-économiques pré-migratoires des parents. Ce que souligne également Mathieu Ichou, alors que lui, du coup, justement, travaille beaucoup sur ces enquêtes statistiques et notamment trajectoire origine, c'est qu'il est très difficile pour les enquêtes statistiques d'avoir une vision précise de la situation socio-économique des parents avant la migration. Alors on peut, avec le niveau de diplôme, c'est un des facteurs, on peut imaginer, même s'il faut à chaque fois faire attention à l'équivalence entre les différents systèmes éducatifs, mais la situation socio-économique, c'est quelque chose qui est extrêmement fluctuant en fonction des situations sociétales, des différentes sociétés, et donc ça amène, c'est extrêmement difficile pour des analyses statistiques de travailler sur ces questions. Yamamoto, qui est donc un chercheur japonais, est l'un des seuls en réalité à avoir fait justement une enquête en école qualitative et à avoir justement travaillé un peu plus sur ces questions. Donc je vais peut-être un peu plus parler après de ce qu'il a fait et en particulier de l'une des entrées qu'il a eues, parce qu'on va avoir aussi cette entrée. Mais l'une des choses qu'il souligne, c'est que le statut administratif des parents, entre les parents
qui ont un statut administratif non précaires, donc qui ont en fait soit une carte de résidence, soit ont été naturalisés. En fait, ça, c'est un facteur qui, pour lui, dans ses observations qualitatives, est un facteur extrêmement déterminant de la réussite scolaire. Un enfant dont les parents sont en statut précaire, quel qu'il soit, en fait, on va voir, sont beaucoup moins intégrés dans la relation à l'école et ont de bien moins bons résultats. Donc là, je vous ai donné un petit peu le panorama de la situation, un peu de ce qu'on a comme information sur cette question de la réussite scolaire des enfants d'origine asiatique. Je vais revenir maintenant un petit peu plus sur de quelle population on parle et du coup rentrer un peu plus dans le détail de cette population d'origine asiatique qui est très diverse. Et donc on va voir en fait que ça a aussi un impact important. Et donc cette diversité est assez mal incluse également dans ces enquêtes statistiques. Si on se concentre sur la question de la population chinoise, ici vous voyez une étude d'Isabelle Attané, qui est chercheuse démographe à l'INED et qui travaille sur la population chinoise et la population chinoise en France, et qui a fait donc un tableau où on voit une évolution de la population immigrée en France métropolitaine, immigrée née en Chine. Ce qui me semble important, donc c'est peut-être plutôt la deuxième partie du tableau, avec la croissance annuelle en pourcentage, où on voit qu'on n'a pas du tout la même croissance en fonction des décennies, on va dire, ou en tout cas des groupes d'années. En fait, dans les années 80-90, jusque dans les années 2010, on a une croissance très forte, on est presque à 9%, 10% donc de croissance. On n'est pas sur la croissance de la population chinoise, hein, on est sur la croissance de la population immigrée chinoise en France. On est bien, je veux bien qu'on garde ça en tête. Et en fait, après une baisse assez importante de cette croissance, et une baisse donc de l'augmentation de la population. Donc je vais revenir sur les différentes vagues d'immigration. L'autre tableau qui me semblait très intéressant, c'est pour montrer la complexité de qualifier justement cette population issue de l'immigration, puisqu'on voit ici qu'on va avoir à la fois donc les immigrés chinois et les descendants d'immigrés chinois, avec certains qui ont acquis, donc qui sont naturalisés français, qui sont nés en Chine, naturalisés français mais qui sont nés dans un autre pays, les Chinois nés en Chine, les Chinois nés dans un autre pays, les Chinois nés en France, les Français donc naturalisés qui sont nés en France mais qui sont toujours issus d'un parent qu'on considère dans la catégorie comme étrangers ou immigrés, et les Chinois, donc les Français nés en France, nés d'un parent né en Chine. Donc vous voyez, cette complexité-là des couleurs et de ce schéma, c'est quasi impossible au vu en plus du nombre de personnes considérées. C'est-à-dire que là, ça donne des chiffres importants, mais dans les enquêtes par panel, en fait, on prend un échantillon représentatif de la population française, pas de la population de toutes les populations immigrées. Donc, c'était pour vous montrer un peu la difficulté à prendre en compte tout ça. Alors, je vais venir sur cette diversité des communautés asiatiques. Je vais tirer ça à grands traits. Ça pourrait être beaucoup plus complexe à décrire, mais on va simplifier un petit peu le tableau. Donc on a en fait beaucoup de communautés qui sont sud-est asiatiques, qui en fait sont issues donc de l'Asie du Sud-Est. J'entends Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, même si la Thaïlande est statistiquement beaucoup moins représentée dans ces communautés. Une grande diversité de trajectoires migratoires avec des statuts, donc le statut migratoire, réfugié ou arrivé en situation précaire, etc., ou reconnaissance, des nationalités différentes, puisque là j'ai cité au moins 3 pays, donc on a une diversité de nationalités à prendre en compte, des origines socio-économiques aussi très différentes. Ces communautés sud-asiatiques, je rajoute une difficulté à prendre en compte, un élément à prendre en compte dans ce tableau, c'est que souvent, ce sont en réalité, alors pas toujours, mais très souvent, ce sont en réalité des populations qui sont issues de Chine, qui ont d'abord migré dans des pays d'Asie du Sud-Est et qui ont ensuite migré en France. Donc ce sont des populations qui, si on utilisait une méthode un peu à l'américaine, si vous me permettez, déclarative, en fait, votre identité un peu déclarative, se considèrent souvent comme chinois. Alors même que la dernière nationalité un peu autre que française qu'on peut identifier, elle ne serait pas nécessairement celle de la République populaire de Chine ou de la Chine. Elle serait plutôt vietnamienne, cambodgienne ou laotienne.
On a donc cette migration qui donc date des années 70, qui s'est d'abord installée dans le 13e arrondissement de Paris, puis et maintenant qui a récemment un déplacement hors de Paris et notamment vers Marne-la-Vallée. Voilà, donc ça c'est dans les années 70. On va voir dans les années 80 une migration assez différente qui vient de la région de Wenzhou, qui est une ville en Chine. En début de ce qu'on peut penser, ce n'est pas une région, c'est une ville. Qui donc ça a commencé dans les années 20, c'est quelque chose qu'on oublie alors qui statistiquement maintenant est plus tout à fait significatif, mais en fait dans les années 20 en particulier, on a vu en fait un certain nombre aussi de travailleurs chinois qui sont venus aider et prêter main forte à l'effort de guerre en France et qui ensuite un certain nombre sont restés. Alors dans les plus connus, on va citer Deng Xiaoping qui est quand même venu travailler dans les usines Renault en France, mais bon, c'est pas très significatif maintenant statistiquement parlant, mais toutefois, en fait, ça a quand même, comme on va dire, implanté en fait une communauté qui, par contre, dans les années 80, s'est beaucoup plus développée, notamment autour de la gare de Lyon, avec des quartiers commerçants. Puis ensuite, en fait, c'est le quartier de Belleville, c'est tout le développement autour d'arts et métiers et de Belleville. C'est ce que nous, on appelle le quartier de Belleville. Ici, je vais parler principalement de communautés qui sont en région parisienne. C'est là où il y a le plus grand effectif, on va dire, de communautés asiatiques. Il y a également toute une communauté à Marseille et dans d'autres villes de France, évidemment. Mais une partie, ça sera plutôt dans la dernière partie. Donc, fin des années 90, on a une nouvelle vague de migration qui sont des migrations en provenance du nord de la Chine qui sont assez différentes puisque c'est souvent des femmes. Et ça, c'est l'une des caractéristiques, c'est très spécifique, c'est une des caractéristiques de la migration chinoise des années 80, fin des années 90. Ce sont des femmes souvent divorcées, qui ont un enfant relativement grand, qui ont une quarantaine d'années. Et c'est lié, en fait, dans la fin des années 90, à un phénomène pas du tout anecdotique, qui est la fermeture des usines d'État en Chine et l'ouverture économique de la Chine. Et en fait, à partir des années 90, l'ouverture économique de la Chine engendre un certain nombre de licenciements et en fait une des vagues de migration assez massives. Et on le sait, en général, quand on licencie de façon massive, c'est d'abord les femmes qui partent. Et là, en l'occurrence, ça c'est très bien vérifié, puisque c'est des femmes qui, en fait, dans cette situation un peu d'incertitude sociale et familiale et personnelle, ont également parfois divorcé, se sont séparées et ont émigré en se disant qu'elles trouveraient autre chose, etc. Donc ça, c'est une caractéristique très particulière où on voit des migrations aussi pour l'enfant, puisque l'enfant est déjà un peu grand, il a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais souvent plutôt une dizaine d'années, et on va émigrer pour lui permettre un avenir plus sûr. Donc c'est pour ça qu'à nouveau, là, cette question éducative, elle est quand même au cœur de la migration. Je vais revenir sur mon sujet, vous inquiétez pas. Donc, 2010, on a également des migrations pour études. À partir de 2010, on a beaucoup une projection de la diaspora chinoise pour des raisons d'études. Et donc, beaucoup d'étudiants, en fait, viennent en France pour étudier pendant 1 an, 2 ans, et parfois s'installent en France. Ici, on va avoir la plus grande dispersion géographique, parce qu'on a des étudiants qui se retrouvent dans n'importe quelle université un peu de France et de Navarre, et qui peuvent s'installer dans plein de villes différentes. Et c'est là où on va avoir la plus grande dispersion géographique. Cette part-là, si elle s'installe, va peut-être avoir des enfants, et là, on n'a vraiment pas la même relation à l'école, on n'a pas la même relation à l'éducation, on n'a pas les mêmes pratiques éducatives par rapport aux autres vagues migratoires qui n'avaient pas du tout, le même niveau éducatif, mais aussi relation à l'éducation. Donc la question on se pose, c'est est-ce que les élèves d'origine chinoise sont significativement en surréussite ? Alors on le voit quand on voit la population générale, mais en fait on peut se demander si quand on se concentre sur les diasporas d'origine asiatique, on voit vraiment cette question, ce résultat réapparaître. Et on peut se demander aussi est-ce que les élèves d'origine asiatique sont réellement surreprésentés parmi les élèves en surréussite. Donc c'est un peu dans l'autre sens. Et je vais vous montrer un peu les 2 protocoles d'enquête qu'on est en train de lancer. À nouveau, je sais que je vais créer beaucoup de frustration puisque j'ai présenté pas mal de questions et je n'aurai pas les réponses à beaucoup de vos questions. Mais par contre, je suis preneuse de vos questions puisqu'elles nous permettront de construire une meilleure enquête. Mais je ne répondrai probablement pas à toutes les questions. Donc, on s'est dit que pour la première question,
on cible une population, donc pour la première question, je reviens sur les élèves d'origine chinoise. Donc là, on va essayer de travailler sur des élèves qui sont en cours de scolarité, en parcours de scolarité actuellement. Donc des élèves, des collégiens et des lycéens, donc entre 11 et 17 ans, ça c'est un petit peu répétitif, qui sont soit nés en Chine ou de nationalité chinoise, ou soit dont l'un des parents est né en Chine ou de nationalité chinoise. Et là, on prend une décision arbitraire et très frustrante également, c'est de restreindre notre population pour qu'elle soit la plus comparable possible en interne à cela. Donc c'est frustrant parce qu'on a décidé de ne pas inclure toute la population qu'on pourrait être de descendants de l'immigration sud-asiatique ou surtout toute la population d'immigration sud-asiatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on veut travailler sur ce modèle et ce cliché autour de l'élève modèle et même des pratiques éducatives, ce qui est transmis en famille, cette population peut tout de même nous permettre d'observer un peu ce qui est transmis en famille, ou en tout cas les pratiques, et qu'est-ce qui se passe pour cette population. Donc on va quand même regarder un peu les données de la DEP, mais on va surtout faire des entretiens et des observations. Donc ce que je voulais également vous partager, c'est que l'une des choses qu'on a observées et que Yamamoto également a observé, c'est notamment à travers une association, l'association franco-chinoise Pierre Dussert, qui fait de l'accueil et qui fait de la médiation scolaire pour des familles d'origine chinoise spécifiquement. Donc nous, on va essayer de diversifier, de varier les trajectoires migratoires et les origines socio-économiques. J'entends trajectoire migratoire, mais évidemment en restreignant nés en Chine ou de nationalité chinoise. Donc on va à la fois aller voir des établissements d'enseignement qui enseignent la langue chinoise, souvent des établissements d'excellence. On va essayer d'aller voir à travers d'autres outils. Et l'association franco-chinoise Pierre Dussert, qui est très intéressante puisqu'elle s'est créée dans les années 2000 et elle a été appelée de ses voeux par des écoles qui se retrouvaient en difficulté pour communiquer avec les familles d'origine chinoise pendant la vague migratoire des années 2000-2010, que je vous ai montré sur les statistiques. Et dans le cadre du programme Réussite éducative, ils ont financé, cette association existait un peu avant, mais elle faisait de l'insertion sociale et surtout de l'insertion professionnelle. Et à travers cette association, ils ont financé des processus de médiation scolaire. Donc ça, c'est un extrait de leur rapport d'activité de cette année, 2020, sur l'année 2023. Faciliter et encourager la communication et les échanges entre les parents chinois et les équipes des écoles, favoriser la connaissance et la compréhension du système scolaire, du fonctionnement de l'école, des acteurs de l'école et de leur rôle, créer du lien entre les parents chinois et l'école, encourager les parents à participer à la vie collective de l'école, à s'impliquer dans la scolarité, contribuer ainsi à l'intégration des parents chinois par un meilleur rapport à l'école et à la vie sociale autour de l'école et du quartier. Donc on voit là que si c'est l'objectif qui se donne, en négatif, on pourrait se dire que c'était quelque chose qui manquait dans une certaine mesure. Et c'est un certain nombre d'écoles, en particulier du nord de Paris, d'Aubervilliers et du quartier de Belleville, qui se sont mis ensemble en fait pour porter ce projet, ce programme de médiation parents-école, médiation scolaire, sur spécifiquement les familles d'origine chinoise. L'existence même de cette association, en tout cas, même si, questionne par rapport à ce modèle de la surréussite scolaire des enfants, même si évidemment, statistiquement, on peut être sur des chiffres beaucoup plus petits. Mais ça n'empêche qu'il y a, en fait, ce stéréotype, il y a une faille, en tout cas. En tout cas, il y a une plus grande variété, une plus grande diversité. Donc, ce qui va être important dans cette partie de notre enquête, c'est d'essayer de comprendre est-ce que, aussi, également, donc, la trajectoire scolaire est pré-migratoire et post-migratoire. L'une des questions qu'on a envie de se demander, c'est est-ce que le fait d'avoir été dans un autre système scolaire, et en particulier dans le système scolaire chinois, a un impact sur les résultats scolaires. Et en particulier, on se demande souvent on a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une avance en fait dans le programme scolaire, en particulier en mathématiques en Chine. Et donc, est-ce qu'un élève va conserver cette avance quand il arrive dans un autre système scolaire et dans le système scolaire français? On va se demander également s'il y a des aspirations différenciées donc en fonction de la trajectoire migratoire. L'une des hypothèses qu'on a et qu'on a pu également observer dans des enquêtes qui n'étaient pas sur ce sujet mais qui en parlent tout de même, c'est que en fonction donc des différentes trajectoires migratoires, en particulier toute
la communauté et la population qui vient de Wenzhou, qui a une très forte valorisation des travaux commerciaux, enfin du commerce et de la prise en charge donc de petits commerces. On voit en fait un certain nombre d'enfants qui quittent l'école relativement tôt pour se diriger, alors qui quittent, on va dire, les filières générales et technologiques pour se diriger vers des filières professionnelles en hôtellerie-restauration ou en management des entreprises, etc. Donc avec des filières professionnelles beaucoup plus courtes. Et qui, à nouveau, c'est une sorte de... ça casse un petit peu le stéréotype du bon élève qui va aller jusqu'au bac scientifique. Donc les relations famille-école, donc ça j'en parlais avec l'association franco-chinoise Pierre Dussert, et les dynamiques intrafamiliales. Une autre question qu'on aimerait explorer dans cette enquête, c'est en fait quelle est la relation donc au pays d'origine, ici la Chine, mais également comment en fait les trajectoires migratoires qui ont cassé parfois des processus de prise en charge éducative par les parents, donc c'est-à-dire le parent migre d'abord et l'enfant reste dans le pays d'origine et migre ensuite, parfois pendant plusieurs années. On va voir en fait parfois des liens familiaux qui se sont cassés, et donc une transmission intergénérationnelle qui est beaucoup plus difficile, parfois un lien avec les grands-parents qui va être beaucoup plus fort, et donc une confiance en fait au sein de la famille qui peut être cassée. Pas toujours, et ça va dépendre des trajectoires migratoires. Et tout ça, à nouveau, dans une enquête qualitative, il nous semble que c'est un peu plus pertinent. La deuxième question, et je vais conclure sur cette deuxième question, c'est les trajectoires scolaires d'excellence. Ici, on prend un peu le problème à l'inverse, c'est-à-dire parmi on va dire les individus qui surréussissent en France, dans le système français, eh bien, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine chinoise ? En fait, cette question, on se l'est posée parce que Colombe Sayard, qui travaille notamment sur la question des mathématiques dans le système éducatif français, elle travaille également donc, sur les Olympiades internationales de mathématiques. Et quand on regarde les Olympiades internationales de mathématiques, il y a un certain nombre d'équipes internationales qui voient une surreprésentation de personnes, alors là, moi je veux dire d'origine asiatique, parce qu'en réalité, on n'a pas j'ai pas la trajectoire migratoire de ces individus, ni leur nationalité, etc. Mais on le voit, c'est assez frappant. Et donc, on se demandait comment on explique un peu cette situation. Et donc, à travers des associations d'anciens élèves, à travers les annuaires des grandes écoles, avec une petite attention, c'est de contrôler pour les étudiants internationaux, puisque notre but, c'est de se concentrer un peu sur l'effet dans le système éducatif français. Donc, on va enlever les personnes qui arrivent directement pour faire l'ENS et qui n'ont jamais été scolarisées en France avant leur arrivée dans cette grande école. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de notre enquête où donc on fait l'hypothèse justement de pouvoir observer quels sont les impacts, et cette fois-ci on va réélargir nos trajectoires migratoires en prenant en compte peut-être une plus grande diversité d'origines migratoires. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.